Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais terminer mes petites capsules sur l'histoire de la physique de Aristote à James Clerk Maxwell. Et je vais terminer en tout honneur avec ce grand physicien et mathématicien qui était James Clerk Maxwell. Maxwell était né en 1831 et est décédé en 1879, à l'âge de 48 ans seulement. Et il a passé la majorité de sa vie dans les universités et a concocté différentes théories, là. Il est plus connu pour ses fameuses équations qu'on appelle les équations de Maxwell, là. Mais c'était un physicien très versatile. On dit qu'il est un des principaux fondateurs de la théorie cinétique des gaz. Et il explique que les anneaux de Saturne, à cette époque, on voyait dans le ciel que Saturne avait des anneaux, mais il y a certains physiciens ou mathématiciens qui disaient que les anneaux étaient solides. C'était comme des... disons un ruban un pneu d'automobile, c'était tout relié. C'était un anneau qui était solide. Mais Maxwell a démontré que ça ne pouvait pas être un anneau solide et que c'était probablement composé de petites particules de matière, là, des roches un peu plus grosses, là, de différentes grosseurs. Et c'est ça qui faisait l'anneau de Saturne. Et on a vu plus tard qu'il avait raison. Et il est connu aujourd'hui, Maxwell, pour son traité sur l'électromagnétisme. Avec ce traité d'électromagnétisme, comme Maxwell était d'origine écossaise, donc de l'Empire britannique, il connaissait très bien Faraday et Thomson. Et Faraday était je dirais, un physicien intuitif, tout comme Albert Einstein le fut. Lui, il parlait des lignes de force qui se dégageaient autour d'un fil électrique. Et les continentaux, comme Gauss, Riemann et autres, Ampère aussi, que ça se propageait de point en point. Et Maxwell a eu on lui doit la reconnaissance d'avoir fait la synthèse de ces deux idées fondamentales qui, comme on le sait, aujourd'hui se complètent l'une avec l'autre. Les deux avaient raison, mais voyaient ça d'un point de vue différent. Et comme on le dit, il s'est servi de Faraday les lignes de force pour concocter sa théorie. Aussi, à la fin de sa théorie, Maxwell s'est intéressé à la lumière et il a réalisé que la lumière, tout comme l'électricité et l'électromagnétisme, était une onde électromagnétique. Et il se disait que cette onde électromagnétique devait transporter une certaine quantité d'énergie quand elle était mise par un corps et quand le rayon électromagnétique, la lumière, frappe un autre corps, peu importe la distance où il va se réchauffer. Et Maxwell, c'était un très grand génie, là. Et on peut aujourd'hui concrétiser la théorie de Maxwell avec 4 équations différentielles. Au début, il y en avait 20, et ça s'est raffiné avec le temps. Et on est arrivé à la conclusion qu'avec 4 équations différentielles qui faisaient la synthèse de ces 20 équations-là, que la théorie de Maxwell était complète. Et ceci, quand ça a été publié en 1873, imaginez-vous, c'était incompréhensible. Là. Tous les mathématiciens ou physiciens qui prenaient connaissance de ce traité-là ne le comprenaient pas.
c'est toujours la même chose qui se répète. On le verra un peu plus loin. Et on peut dire que le traité de Maxwell va ouvrir définitivement la porte à la théorie de la relativité restreinte. Comme on le sait un peu plus tard, il y a eu l'expérience de Michelson et Morley. Et avec l'association de la lumière à l'onde électromagnétique, Anton Lorentz a développé ce qu'on appelle aujourd'hui, dans ce temps-là, les transformations de Lorentz. Et plus tard, ils se sont appelés, un peu plus tard, se sont appelés les transformations de Lorentz-Poincaré, parce que le Poincaré a été une grande utilité à Lorentz pour coller ces transformations à la théorie de Maxwell. En conclusion, on pourrait dire, sur ce grand physicien qu'était James Clerk Maxwell, que de chemin parcouru depuis la constatation du phénomène de l'aberration astronomique découvert par l'Italien Giovanni Pieroni en 1639. Comme vous le voyez, ça a pris 266 ans. Ça, on peut dire que l'aberration des étoiles, c'est le début de l'avènement de la relativité restreinte. Ça a pris 266 ans avant que la relativité restreinte soit une théorie qui se tienne en 1905. Et Maxwell fut un genre d'innovateur, comme ses prédécesseurs, en faisant la synthèse des connaissances de son temps sur un sujet donné qui, pour lui, était l'électromagnétisme. Si vous étudiez l'histoire de la physique en particulier, vous verrez que ces grandes découvertes sont, comme on pourrait dire, dans l'air du temps. Mais ça prend un genre de génie exceptionnel pour faire la synthèse des connaissances de son temps, comme le fut Isaac Newton avec la gravitation. Dans le temps d'Isaac, c'était la même chose. La gravitation était dans l'air, tout le monde en parlait, mais c'est Isaac Newton qui a su expliquer mathématiquement qu'est-ce qui se passait avec la gravitation. Et l'histoire de la physique ou des sciences en général finissent toujours par accoucher sur une formule mathématique ou une théorie mathématique qui tient compte parfaitement de ces événements. C'est pourquoi on pourrait dire que les physiciens et les mathématiciens en premier sont les grands innovateurs des découvertes scientifiques qui se font encore de nos jours. Et comme on le voit, avec James Clerk Maxwell, il a fallu beaucoup de temps pour arriver à la relativité restreinte, mais il y a toujours des étapes dans l'histoire des sciences, des points charnières, comme Galilée, Isaac Newton. On pourrait dire un peu en, disons, pas en ligne directe, mais un petit peu de côté, là, James Clerk Maxwell, avec ses théories sur l'électromagnétique, pour aboutir à Albert Einstein en 1905 avec la relativité restreinte. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.